Jeudi 21 juillet, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de ce journal. Italie, démission du Premier ministre Mario Draghi. Le pays, troisième économie de la zone euro, risque une instabilité politique. Drame de Melilla, l'association marocaine des droits humains met en cause la responsabilité du gouvernement marocain dans la mort des 27 migrants africains. Irak, journée de deuil national au lendemain de la mort de 9 citoyens à l'issue de tirs d'artillerie dans la région du Kurdistan irakien. L'opinion publique ne décolère pas. Bagdad accuse la Turquie qui nie pour sa part toute implication et pointe du doigt la responsabilité du PKK. Énergie en Europe, le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne reprend du service. 30% de la capacité de ce pipeline représente la quantité de gaz livré aux clients européens de la Russie. Démission donc du Premier ministre italien Mario Draghi. Cette décision intervient au lendemain de l'explosion de sa coalition d'unité nationale au Parlement. L'Italie, la troisième économie de la zone euro, est dans l'instabilité politique ou risque l'instabilité politique. Naila Hamouda. L'aventure se termine pour le gouvernement de Mario Draghi. Resté à la tête du gouvernement italien pendant 1 an, 5 mois et 6 jours, Draghi a décidé de jeter l'éponge. La démission a été remise ce matin au président Sergio Mattarella. Ce dernier en a pris acte. Le chef de l'État devrait dissoudre le Parlement et convoquer les élections anticipées en septembre ou en octobre prochain. L'actuel gouvernement restera toutefois en place pour la gestion des affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur issu des urnes. Cette démission intervient au lendemain de l'implosion de sa coalition d'unité nationale au Parlement. Une conclusion attendue après que Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini et la formation populiste Mouvement 5 étoiles ont en effet refusé de participer à un vote de confiance au Sénat. Considéré comme l'un des piliers de la politique européenne, Mario Draghi a cette réputation de sauveur de la zone euro. Son départ ouvre une période d'incertitude et d'instabilité politique dans le pays. Une situation qui suscite l'inquiétude sur les marchés et en Europe. Il était arrivé à la tête de l'exécutif en février 2021 pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique. Mario Draghi s'est rendu ce jeudi au palais présidentiel pour remettre sa démission donc au président Sergio Mattarella qui en a pris acte. En ce qui concerne l'opinion publique, les Italiens regrettent déjà le départ du Premier ministre. On écoute quelques réactions. Notre pays a un grand problème en ce moment qui est certainement lié à la crise gouvernementale et aussi aux partenaires de l'Italie qui sont les Européens. Donc j'espère sincèrement que Draghi pourra reconsidérer sa décision et que ce gouvernement pourra aller de l'avant parce que cette situation est très critique pour l'Italie à l'heure actuelle. Nous avons déjà la crise, la guerre, la pandémie, bref. Je crois en Draghi, qui est aussi une personne très respectée en Europe à mon avis. Et c'est dommage, car je suis italienne et j'espérais que nos politiciens n'iraient pas si loin. On va s'intéresser à cette autre démission au Royaume-Uni cette fois-ci. Qui de Liz Truss ou de Sunak Rishi succédera à Boris Johnson? Le dernier tour s'annonce serré entre les deux candidats conservateurs qui remportera donc les élections du 5 septembre prochain. On va s'intéresser plus en détail ce soir au nouveau locataire de Downing Street, Leila Gertal. Entre Liz Truss et Rishi Sunak, la partie se joue au coude à coude pour succéder à Boris Johnson. La succession de Boris Johnson est dans sa dernière phase après que Sunak-Rishi ait creusé l'écart face à ses 3 adversaires lors du 3e tour du scrutin interne pour la succession. L'ancien ministre des Finances d'origine indienne a été de nouveau placé en tête par les députés conservateurs, mettant ainsi
Bien loin derrière lui, Penny Mordaunt et Liz Truss pour la deuxième place. Cet écart peut lui conférer une bonne position auprès des députés du Parti des conservateurs, mais l'élection des pairs peut sortir des surprises de dernière minute. Il est vrai que Sunak a remporté la manche du troisième tour haut la main, mais il lui faudra convaincre son électorat de son mérite à succéder à Boris Johnson. Quant à Liz Truss, qui aime se présenter comme la digne héritière de Margaret Thatcher, joue, elle, la carte de la continuité. Liz Truss dit vouloir baisser les impôts afin d'alléger la charge sur la population, alors que son adversaire Sunak critique ses déclarations qu'il compare à un conte de fées. Rishi Sunak, certes, semble jouir de plus de popularité, mais son passé proche de Boris Johnson peut lui jouer des tours. D'abord par son implication dans la Partygate et ensuite il fut le premier ministre à augmenter les impôts en pleine pandémie. 2 points sur lesquels Rishi Sunak devra répondre. Et l'actualité sur le vieux continent, c'est aussi les feux de forêt. En France, par exemple, les 2 feux de Gironde n'ont pas progressé dans la nuit depuis 10 jours. Ces incendies ont détruit 20 800 hectares de forêt. 36 000 personnes ont été évacuées. Le sous-préfet d'Arcachon déclare que le feu n'est absolument pas fixé aujourd'hui. La situation est évidemment de plus en plus favorable, au sens où le périmètre du feu est toujours le même, que nous n'avons pas de feu qui progresse au sens où nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'envisager de nouvelles zones à évacuer. Aujourd'hui, toujours aucune victime, toujours aucun blessé. Des vols de reconnaissance auront lieu aujourd'hui, notamment dès ce matin, un petit peu pour... en complément, je dirais, des actions et de l'expertise que nous avons par le commandement des opérations de secours à terre, nous avons effectivement prévu dès ce matin des vols de reconnaissance afin un petit peu d'évaluer la situation du ciel, si je puis dire. Même scénario en Espagne où le pays fait face à de forts incendies qui ont ravagé des régions entières, la province de Zamora notamment, ou encore d'autres zones au nord. La protection civile saturée tente de maîtriser la situation, mais la propagation des flammes les met en difficulté. Amin Touta. Des nuages de fumée et des zones entières en proie aux flammes. Depuis une dizaine de jours, l'Espagne lutte contre les incendies dans les forêts et aux alentours des habitations. Dans certaines provinces, comme à Zamora, non loin de la frontière portugaise, les sapeurs-pompiers ont du mal à contenir les feux qui ne cessent de tourner avec une propagation rapide. Selon les autorités, 70 000 hectares sont partis en fumée et plus de 500 personnes ont perdu la vie en raison des températures élevées depuis le début de la saison estivale. Dans le nord du pays, en Catalogne, le feu semble se stabiliser après avoir détruit sur son passage des maisons et végétations. Plusieurs centaines d'habitants ont dû quitter leur domicile. Le trafic a par ailleurs dû être suspendu sur plusieurs lignes ferroviaires. Tout autour de moi est complètement noir. Ascension, Los Olmos, Monte Nuevo, Santiago. Il n'y a plus rien. Nous savons que les communautés des villages vont commencer à rentrer chez elles, à l'exception des Moros, où le feu est plus proche de la ville, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas retourner pour le moment. Mais dans les autres villages, ils peuvent commencer à rentrer chez eux. Une situation quasi similaire est vécue par plusieurs pays, à l'image de Mursa au Portugal et en Gironde dans le sud-ouest de la France. Des incendies provoqués par des vagues de chaleur rarement vécues dans le vieux continent. Et puis au Maroc, le drame de Meliaki fait couler encore beaucoup d'encre. L'association marocaine des droits humains indique que 27 migrants africains ont perdu la vie dans les violences du 24 juin dernier. Elle met en cause la responsabilité du gouvernement marocain dans cette tragédie. Safouane Ben Sabri. Un mois après les événements, le drame de Melilla n'a pas cessé de faire couler de l'encre. L'association marocaine des droits de l'homme est montée au créneau pour dénoncer la tragédie qui a officiellement coûté la vie à 23 migrants. Un bilan officiel remis en cause par les chiffres de l'association marocaine des droits de l'homme qui avance le nombre de 27 migrants, rappelant cependant que 64 individus restent à ce jour portés disparus.
Notre section locale de l'association, avec l'aide des familles des demandeurs d'asile, surtout au Soudan du Sud et au Tchad, cherchons toujours leurs proches disparus que nous avons recensés sur une liste de 64 demandeurs d'asile et qui sont portés disparus depuis le 24 juin. L'association qui exerce au Maroc depuis 1979 a dénoncé les méthodes de répression utilisées par les forces de l'ordre marocaines. Celles-ci auraient procédé à un usage excessif de gaz lacrymogène, ce qui a provoqué une bousculade puis l'asphyxie et la mort des victimes. En outre, la fin tragique du périple des migrants n'est pas la seule bavure reprochée au gouvernement marocain et espagnol. Les victimes de la tragédie n'auraient subi aucune autopsie ou identification des corps, ce qui rend toute enquête impossible, ne laissant aucune esquisse de réponse aux familles des défunts. En Palestine, la mosquée d'Al-Aqsa al-Quds occupée a été prise d'assaut par des dizaines de colons. Ces mêmes colons ont envahi la mosquée sainte, effectuant des tours de provocation dans ses esplanades, notamment à Bab el-Rahma, dans l'est d'Al-Aqsa. L'entité sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte, alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement leurs rituels. Et puis en Irak, une journée de deuil national a été décrétée au lendemain de la mort de 9 citoyens à l'issue des tirs d'artillerie dans la région du Kurdistan irakien, au nord du pays. Ces frappes ont touché un jardin récréatif touristique. L'opinion publique irakienne ne décolère pas et Bagdad accuse la Turquie qui nie pour sa part toute implication et pointe du doigt la responsabilité du PKK. Le point avec Sofiane Baroudi. Les frappes d'artillerie qui ont touché un espace touristique dans le district de Zako, au Kurdistan irakien, ont fait 9 morts civils et des dizaines de blessés. Le Premier ministre irakien, Mustafa al-Kadhimi, a accusé Ankara et a exigé des excuses officielles. Il a qualifié cet acte, je cite, de grave violation de la souveraineté nationale irakienne. Pour sa part, le président irakien Barham Saleh a condamné le bombardement qu'il a estimé être, je cite, une grave menace à la sécurité nationale de son pays. La Turquie a pour sa part, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, nié toute implication en exprimant, je cite, que les forces de sécurité turques n'ont jamais ciblé et ne cibleront jamais des civils. Le chef de la diplomatie d'Ankara a également imputé la responsabilité de ce bombardement au Parti des travailleurs kurdes PKK, désigné comme le responsable potentiel de cette tuerie. Pour rappel, la Turquie mène régulièrement des opérations contre des positions du PKK dans le nord de l'Irak, principalement autour des régions montagneuses de Sinjar. Ankara dispose de plusieurs positions militaires en territoire irakien. Et ce depuis des années. À ce propos, les autorités irakiennes ont appelé au retrait de toutes les forces turques de leur territoire. Il est à signaler qu'un mouvement de colère populaire a fait éruption dans plusieurs villes irakiennes, à l'exemple de Kirkouk, de Karbala et de Najaf. Les manifestants demandent la prise de mesures allant jusqu'à l'expulsion de l'ambassadeur turc en poste à Bagdad. Enfin, cet événement survient en même temps que le sommet trilatéral de Téhéran, ayant réuni les présidents iraniens, russes et turcs, principalement autour du dossier syrien, en continuité du processus d'Astana. Pour rappel, la Turquie déploie également des troupes au nord-est de la Syrie et à la frontière avec l'Irak, et a enclenché plusieurs opérations contre les différentes organisations kurdes dans cette zone. Et ils étaient nombreux à scander des slogans demandant l'expulsion de l'ambassadeur turc devant le bureau des visas turcs. On pouvait assister à la même scène dans la ville centrale de Najaf et à Bagdad. Ces manifestations ont été organisées contre justement cette attaque dans la région du Kurdistan irakien qui a fait 9 morts, donc 9 civils et dont des enfants font partie des victimes. La position du gouvernement était déplorable. Il est honteux et humiliant pour l'histoire de l'Irak que de telles figures soient aujourd'hui au pouvoir. Le sang irakien est précieux et nous demandons aux politiciens irakiens, si ceux-ci sont des vrais Irakiens, de prendre fermement position face aux interventions de la Turquie et de l'Iran sur le territoire irakien. Notre manifestation ne porte pas seulement sur l'agression et les bombardements turcs qui ont eu lieu hier, mais aussi sur les faibles réactions du ministère irakien des Affaires étrangères.
Et sur le tarmac de l'aéroport d'Erbil, capitale de la région du Kurdistan irakien, un avion militaire a été dépêché pour transporter les corps vers Bagdad. Les 9 cercueils étaient recouverts du drapeau de l'Irak et de gerbes de fleurs. Le plus petit, de la taille d'un enfant, a été monté à bord de l'appareil par le chef de la diplomatie irakienne, Fouad Hussein, et le président du Kurdistan, Nechirvan Barzani. Et puis en Libye, reprise des exportations de pétrole brut après une interruption de 3 mois, annonce faite par la compagnie pétrolière nationale libyenne. Cette reprise concerne un certain nombre de champs pétrolifères et de ports. Depuis le 17 avril, le secteur pétrolier en Libye a connu une vague de fermeture de champs pétroliers et de ports. Énergie toujours, le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne a redémarré aujourd'hui après 10 jours de maintenance. La Russie assure la livraison d'une quantité de gaz à ses clients européens estimée à 30% seulement de la capacité de ce pipeline. Mohamed Wali Ben Chaban. Les livraisons de gaz russe via le gazoduc Nord Stream 1 entre la Russie et l'Allemagne ont repris ce matin après une interruption de 10 jours. La reprise du service apaise les inquiétudes des Européens sur une éventuelle prolongation de la période de maintenance. Selon des données de l'opérateur de réseau allemand Gazcad, les flux au niveau des connexions vers le gazoduc Opal qui relie le gazoduc sous-marin Nord Stream au réseau terrestre de l'Europe orientale et vers le gazoduc Nel qui relie Nord Stream au réseau de l'Europe de l'Ouest étaient en hausse ce matin. Aujourd'hui, les flux étaient considérables alors qu'ils étaient nuls auparavant. Selon des données publiées sur le site de Nord Stream, l'opérateur allemand du réseau, le pipeline devrait livrer 530 gigawattheures durant la journée. Nord Stream achemine environ un tiers des 153 milliards de mètres cubes de gaz achetés annuellement par l'Union européenne. Or, Vladimir Poutine a laissé entendre cette semaine que le gazoduc pourrait ne fonctionner qu'à 20% de sa capacité dès la semaine prochaine. Les gouvernements européens redoutaient que la Russie cible de sanctions occidentales en raison de son opération militaire en Ukraine ne prolonge volontairement la période de maintenance annuelle de Nord Stream pour perturber les plans de stockage en cours pour l'hiver prochain. Et il serait peut-être question de livrer du gaz supplémentaire. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclare que la Russie va étudier la possibilité de livrer du gaz supplémentaire à la Hongrie. Cette année, Sergueï Lavrov s'est exprimé à l'issue d'un entretien à Moscou avec son homologue hongrois, Peter Szijjártó. Aujourd'hui, nos collègues ont fait part de l'intérêt du gouvernement hongrois pour un nouvel achat de gaz naturel cette année. Cette requête sera immédiatement transmise et étudiée. Et dans le conflit en Ukraine, la diplomatie russe a accusé Kiev d'avoir effectué cette semaine des frappes de drones sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia, dans le sud du pays de l'Ukraine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères s'est exprimée à ce sujet lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Maria Zakharova a affirmé que Moscou avait contacté le secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique après 2 incidents du même genre. Cela confirme la volonté des autorités ukrainiennes de créer des conditions d'une catastrophe nucléaire, non seulement sur leur territoire, mais dans toute l'Europe. La frappe le 18 juillet s'est déroulée à proximité immédiate, c'est-à-dire à quelques dizaines de mètres seulement des installations critiques pour la sûreté de la centrale nucléaire, le stockage du combustible nucléaire usé et la cuve de refroidissement du réacteur. Et puis cet entretien exclusif du président biélorusse Alexandre Loukachenko accordé à l'agence AFP. Le président aborde notamment le sujet du conflit en Ukraine. Selon lui, il ne cessera que si Kiev accepte ses pertes et négocie avec la Russie.
Actuellement, tout dépend de l'Ukraine. La particularité du moment est que la guerre peut se finir dans des conditions plus favorables pour l'Ukraine. Mais personne ne la laissera finir la guerre. L'Ukraine doit s'asseoir à la table des négociations et convenir qu'elle ne menace jamais la Russie et qu'elle ne disposera pas sur son territoire d'armes susceptibles de menacer le territoire russe. C'est l'essentiel. Et la dénazification et d'autres sujets sont de la philosophie. L'essentiel est la sécurité de la Russie. Autre extrait de cet entretien exclusif du président biélorusse Alexandre Loukachenko qui estime que l'Occident est à l'origine de ce conflit en Ukraine. On regarde encore une fois. Vous, les Occidentaux, êtes à l'origine de cette guerre. Ce n'est pas seulement ma conviction. Je peux le prouver sur la base des faits à 100%. Vous l'avez provoqué et vous continuez cette guerre. Nous avons vu les causes de cette guerre. La cause est que si la Russie n'avait pas devancé l'OTAN, vous, les Occidentaux, vous seriez organisés et l'auriez frappé. On va parler économie. La Banque centrale européenne met fin à l'ère des taux d'intérêt négatifs en zone euro avec un relèvement de 0,50 points. Ce relèvement est plus qu'attendu. La BCE veut marquer sa détermination à combattre l'inflation galopante et mettre fin à une décennie d'argent facilement accessible en zone euro. On écoute Christine Lagarde, présidente de la BCE. At our upcoming meetings, further normalization of interest rates will be appropriate. Lors de nos prochaines réunions, il conviendra de poursuivre la normalisation des taux d'intérêt. L'anticipation aujourd'hui de la sortie des taux d'intérêt négatifs nous permet de faire la transition vers une approche par réunion pour nos décisions de taux d'intérêt. La trajectoire future de nos taux directeurs continuera de dépendre de la date et nous aidera à atteindre notre objectif d'inflation de 2% à moyen terme. And will help us deliver on our 2% inflation target over the medium term. Et la Banque centrale européenne annonce un nouvel instrument pour protéger les États les plus fragiles contre des attaques spéculatives sur leurs dettes. On écoute Christine Lagarde une nouvelle fois. The TPI will be an addition. L'instrument de protection des transmissions viendra s'ajouter à nos outils et pourra être activé pour contrer les dynamiques de marché injustifiées et désordonnées qui menacent gravement la transmission de la politique monétaire dans la zone euro. Et on en parlait en début de ce journal en Italie. Après la démission du Premier ministre Mario Draghi, le président Sergio Mattarella décide de dissoudre le Parlement et annonce des législatives pour le 25 septembre prochain. Et le chef de l'État italien qui déclare que mettre fin à la législature est toujours le dernier choix à faire. Et puis au Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe prête serment en tant que 8e président exécutif. La veille, il avait été élu chef de l'État par le Parlement avec le soutien du clan de son prédécesseur, Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui le pays, secoué par une vague de manifestations contre son pouvoir. La brève cérémonie d'investiture ayant lieu au sein de l'enceinte parlementaire devait être retransmise en direct par la télévision locale, mais elle a été inexplicablement interrompue juste avant l'investiture. Une enquête a été ouverte sur les causes de cette panne inopinée. On va parler sport à présent, on va parler du 5e championnat arabe de natation qui a débuté hier, mercredi, au centre nautique du complexe olympique Miloud Hetfi à Oran, en Algérie, et où le talentueux et prometteur nageur algérien Jawad Sioud poursuit ses prouesses dans les bassins en s'adjugeant dès la première journée 2 médailles d'or, dont une en 200 mètres 4 nages. Jawad Sioud qui a également contribué dans la victoire de l'équipe algérienne dans la course des 4 x 100 mètres nage libre mixte. À seulement 22 ans, le nageur algérien enchaîne les performances, ce qui lui permet désormais de voir grand. On l'écoute, il était au micro de notre envoyé spécial à Oran, Faisal Salah. Cette année, j'ai nagé un peu plus vite au milieu de saison. Et avec ce temps-là, j'aurais pu faire un top 8 mondial. Et d'ailleurs, je suis encore dans le top 8 mondial. Donc maintenant, je me concentre vraiment sur beaucoup mieux, parce que je ne vais pas me contenter d'un top 8. Mon objectif, c'est vraiment de faire mieux.
Après, c'est vrai que le temps d'aujourd'hui, il est vraiment excellent. En fait, j'ai été surpris quand j'ai vu le temps parce que je ne pensais pas avoir nagé aussi vite, surtout avec la forme du moment. Donc maintenant, il reste encore quelques mois de travail et puis on reparlera après les championnats du monde. Il était donc au micro de notre envoyé spécial Faisal Saleh qui nous rejoint d'ailleurs via Skype. Bonsoir Faisal. Bonsoir Fatma. Alors après une première journée plutôt satisfaisante pour les nageurs algériens qui ont obtenu 4 médailles en or et une légère domination égyptienne. Qu'en est-il de cette seconde journée de championnat arabe? Est-ce qu'on a inversé la tendance aujourd'hui? La concurrence est rude entre l'Égypte et l'Algérie. Aujourd'hui, on a en cette deuxième journée 12 finales, dont 4 finales pour le relais. L'Égypte, en ce moment, elle a rajouté 9 médailles, 22 médailles au total pour l'Égypte, 20 médailles pour l'Algérie. L'Algérie a remporté 7 médailles aujourd'hui. C'était Jawed Sayoud, vous avez parlé sur Jawed. Il est juste inarrêtable, on va dire. Il n'y a pas de concurrence pour Jawed. Aujourd'hui, une médaille d'or dans le 400 mètres, 4 nages. Et aussi, il y a Nefsi Rania qui a remporté aussi l'or, aussi une autre médaille, une deuxième d'or pour Nefsi Rania dans le 4 nages. Ramzi Chouchar et Zitouni Iman ont remporté l'argent dans l'épreuve. En 50 mètres papillon, c'est Nisrine Djad qui a remporté le bronze. 50 mètres brasse, l'Arbi Ismail a remporté le bronze. Et aussi en 200 mètres nage libre, c'est Achour Dalot Sofiane qui a remporté le bronze pour l'Algérie. La concurrence est très rude entre l'Égypte et l'Algérie. Il y a 7 finales qui ont été jouées. Il nous reste une finale pour l'individuel et aussi les 4 relais. Donc je pense que l'Algérie pourra peut-être renverser la situation à la fin de cette soirée. Merci Faisal Saleh. On reviendra vers vous donc pour suivre l'actualité de ce championnat arabe. Vous étiez en direct avec nous du centre nautique du complexe sportif d'Oran, Miloud Hadfi. Et on va parler culture juste avant de se quitter. On vous propose un petit tour d'horizon dans le monde, de Hollywood à Berlin, en passant par Groupama Stadium à Lyon, qui a vibré au son des guitares des Rolling Stones. C'est une virée signée Amira Bedia. On commence notre virée culturelle par le légendaire groupe des Rolling Stones, en tournée européenne pour leurs 60 ans d'exercice. Les papis rockers ont chauffé à bloc le Groupama Stadium ce mardi à Lyon, en France. Les Stones, c'est toute une vie, c'est toute une génération, beaucoup de générations, c'est depuis les années 60, 62. On n'en trouvera plus jamais des groupes comme ça. Les premières notes furent celles de l'émouvant hommage au batteur original des Stones. La tournée baptisée Sexty prendra fin le 3 août à Berlin. Et c'est à Berlin que nous poursuivons notre tournée culturelle où le nouveau film d'action des frères Russo, The Gray Man, a été projeté ce lundi avec la présence des acteurs principaux. Les frères italiens Anthony et Joseph Russo racontent l'histoire d'un ancien agent de CIA recruté comme tueur à gages dans une prison fédérale. Ryan Gosling nous parle de son rôle. C'est un personnage différent de James Bond. Le personnage ne veut pas être un espion. Il préférait être plombier ou n'importe quoi d'autre. Le charme de ce film est de voir ce personnage essayer de sortir de cette vie d'espion et d'avoir une vie normale. La sortie du film sera prévue sur les plateformes du streaming le 22 juillet. Une autre sortie de film cette semaine est celle du film d'horreur et de science-fiction. Nope, du réalisateur Jordan Peele, a été présenté en avant-première mondiale à Hollywood, aux États-Unis. Le plus formidable avec Jordan, c'est qu'il a sa vision du film. Il sait ce qu'il veut dire et il reste ferme. Mais il est toujours disposé à écouter ce que les autres personnes lui proposent. La sortie du film est prévue vendredi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Retrouvez Leïla Gertal demain à 18h pour édition spéciale. Quant à moi, je vous retrouverai juste après pour le journal télévisé. Excellente soirée à tous sur Al24 News.